Réveil à 3 heures du matin, le cœur battant, les pensées qui s'emballent, vous n'êtes pas seul dans ce moment. Beaucoup d'entre nous ont connu cela, fixant le plafond, pris dans un tourbillon d'angoisse ou une douleur sourde de tristesse. Ces émotions, aussi accablantes qu'elles puissent paraître, ne sont pas des signes de faiblesse. Elles font partie de notre humanité. L'anxiété et la tristesse sont des expériences universelles, tissées dans la trame de nos vies, et pourtant, elles sont trop souvent accueillies avec honte ou avec l'idée que les ressentir signifie que nous échouons. Rien n'est plus faux. L'objectif de cette discussion est de normaliser ces émotions, de dissiper la stigmatisation qui les présente comme des faiblesses ou des défauts. Tant de gens souffrent en silence, persuadés d'être les seuls à lutter, alors qu'en réalité, ces sentiments sont partagés par d'innombrables autres. Reconnaître que l'anxiété et la tristesse sont des réponses naturelles aux défis de la vie, et non la preuve que quelque chose ne va pas chez nous, nous permet de nous accorder, ainsi qu'aux autres, plus de compassion. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou de prétendre que c'est facile, mais de comprendre que ces émotions ne nous rendent pas anormaux. Elles nous rendent humains. Et dans cette humanité partagée, il y a du réconfort, de la connexion, et l'assurance que personne ne doit affronter ces épreuves seul. Nous avons tous connu ces moments où notre poitrine se serre d'inquiétude ou où notre cœur s'alourdit de chagrin. Ce que nous oublions souvent dans ces états vulnérables, c'est à quel point ces expériences sont fondamentalement humaines. Des études récentes montrent que les troubles anxieux touchent plus de 40 millions d'adultes rien qu'aux États-Unis chaque année, tandis que la dépression affecte plus de 280 millions de personnes dans le monde. Ce ne sont pas que des statistiques cliniques, elles représentent des gens réels. Votre collègue qui semble toujours maîtriser la situation, le barista qui se souvient de votre commande, l'ami qui fait rire tout le monde. Même les personnalités publiques que nous admirons ont parlé ouvertement de leurs combats émotionnels. Dwayne The Rock Johnson a évoqué ses épisodes de dépression, tandis que J.K. Rowling a transformé ses luttes contre l'anxiété et la dépression en créant les détraqueurs d'Harry Potter. Quand le nageur olympique Michael Phelps parle de ses pensées suicidaires, ou que Lady Gaga évoque son trouble de stress post-traumatique, cela nous rappelle que les difficultés émotionnelles ne font pas de distinction entre succès, talent ou apparence. Ces expériences partagées tissent des liens invisibles entre nous tous. Pour comprendre pourquoi nous ressentons anxiété et tristesse, il faut regarder du côté de notre biologie évolutive et de notre complexité émotionnelle. Dès nos premiers ancêtres, l'anxiété servait de système d'alerte vitale. Ce cœur qui s'emballe, cette hypervigilance, préparait les humains à combattre ou à fuir les prédateurs. Aujourd'hui, même si nous ne faisons plus face à des menaces physiques, cette même réponse biologique se déclenche avant une présentation importante ou face à des difficultés financières. De même, la tristesse a des racines profondes dans notre survie. Les psychologues suggèrent que les états dépressifs auraient évolué pour nous faire économiser de l'énergie en période de perte ou d'adversité, nous obligeant à ralentir et à réévaluer notre situation. Au-delà des mécanismes de survie, ces émotions jouent un rôle profond dans notre développement psychologique et social. La douleur d'une rupture, aussi pénible soit-elle, peut mener à une introspection salutaire. L'inquiétude pour la santé d'un proche naît souvent d'un profond attachement. Les plus grandes œuvres d'art, de musique et de littérature de l'histoire sont nées de ces profondeurs émotionnelles, les nuits étoilées de Vincent van Gogh, le jazz poignant de Billie Holiday, la poésie de Rumi, tous issus d'expériences intenses. Ces sentiments ne nous protègent pas seulement, ils approfondissent notre capacité d'empathie, de créativité et de connexion authentique avec les autres. Malgré la fréquence des luttes émotionnelles, notre société les traite souvent comme des secrets honteux. Nous avons créé une culture où les gens disent « ça va » machinalement alors qu'ils se noient intérieurement, où les réseaux sociaux ne montrent que des moments parfaits, et où les entreprises récompensent ceux qui endurent sans se plaindre. Cette positivité toxique, la pression de paraître toujours heureux et imperturbable fait des ravages. Elle crée un cercle vicieux où les gens ont honte d'avoir honte, sont anxieux de leur anxiété. La stigmatisation de la santé mentale est si ancrée que beaucoup préfèrent souffrir en silence plutôt que d'être taxés de « dramatique », faible ou trop sensible. Dans certaines communautés, consulter un thérapeute est encore perçu comme un échec plutôt qu'un acte de soin. Les conséquences de ce silence sont dévastatrices. Des gens retardent leur recherche d'aide pendant des années, des relations se dégradent faute de communication sur les besoins émotionnels, et beaucoup se tournent vers des mécanismes de coping malsains plutôt que de demander du soutien. Le plus cruel, c'est que cette stigmatisation s'intériorise souvent, les gens se reprochant des émotions qu'ils ne contrôlent pas. Briser ce cycle commence par reconnaître que les luttes émotionnelles ne sont pas des défauts, elles font partie de l'expérience humaine universelle et méritent de la compassion, pas du jugement. Il y a un pouvoir guérisseur immense dans ces simples mots, moi aussi. Quand nous partageons nos difficultés émotionnelles, quelque chose de magique se produit, le poids s'allège, l'obscurité devient moins oppressante. Des études en neurologie montrent que verbaliser ses émotions réduit leur intensité dans l'amygdale du cerveau. C'est pourquoi tenir un journal ou parler à un ami peut être si libérateur. D'innombrables récits de résilience illustrent cette vérité.
le vétéran qui a trouvé un sens dans des groupes de soutien après son TSPT, la jeune mère qui a surmonté une dépression postpartum grâce à des conversations honnêtes avec d'autres mamans, le cadre qui a enfin consulté un thérapeute après des années de crise de panique. La connexion fonctionne dans les deux sens, être vulnérable sur nos propres luttes donne aux autres la permission d'en faire autant, créant des vagues de guérison. Le soutien professionnel joue aussi un rôle crucial, les thérapeutes offrent non seulement des outils, mais aussi un espace sacré où être vraiment écouté sans jugement. Même les petits gestes comptent, un mot manuscrit à un ami en deuil, un café où les téléphones restent dans les poches, ou simplement partager un silence apaisant avec quelqu'un qui lutte. Ces moments de connexion authentique sont des antidotes à l'isolement dans lequel prospère la souffrance émotionnelle. Le chemin à travers les épreuves émotionnelles est rarement linéaire, il ressemble plutôt à une spirale où nous revisitons des défis similaires, mais avec une sagesse grandissante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun état émotionnel n'est permanent. Le désespoir qui semble infini aujourd'hui finira par s'estomper, comme les tempêtes cèdent toujours place au calme. Songez à ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous, le voyage d'Elisabeth Gilbert à travers le chagrin post-divorce a donné naissance à son best-seller Mange, prix M. L'acteur Terry Crews a transformé ses traumatismes d'enfance et son addiction en plaidoyer pour la santé mentale. Le psychologue Viktor Frankl a trouvé du sens au cœur de l'horreur d'Auschwitz, développant ensuite la logothérapie. Ces exemples ne suggèrent pas que la souffrance mène forcément à la grandeur, mais montrent que douleur et croissance peuvent coexister. Les outils de guérison ne manquent pas, la thérapie cognitive comportementale aide à recadrer nos schémas de pensée, la méditation de pleine conscience nous ancre dans le présent, l'exercice régulier équilibre l'humeur via les endorphines, et l'expression créative donne forme aux émotions informes. Les médicaments, quand ils sont bien prescrits, peuvent être aussi vitaux pour la santé mentale que l'insuline pour le diabète. L'étape la plus importante est souvent la plus simple, tendre la main. Que ce soit prendre ce premier rendez-vous chez le thérapeute, rejoindre un groupe de soutien, ou envoyer un « je ne vais pas bien » à un ami, ces actes de courage plantent des graines d'espoir. Guérir, ce n'est pas effacer les cicatrices, c'est apprendre à les voir comme des preuves de votre résilience, de votre capacité à ressentir profondément, et de votre voyage fondamentalement humain vers la lumière. S'il y a une vérité à retenir, que ce soit celle-ci, vous n'êtes pas brisé. Ces peurs au milieu de la nuit, ces jours où la tristesse pèse comme une pierre, ils ne signifient pas que vous échouez. Ils signifient que vous êtes humain. Et dans cette humanité, vous êtes loin d'être seul. Chaque personne que vous croisez, chaque visage dans votre téléphone, chaque inconnu ou proche, tous ont connu une forme de lutte. Cette expérience partagée ne minimise pas votre douleur, mais elle signifie que vous appartenez à une vaste communauté invisible de gens qui comprennent. Que ceci soit un appel à la compassion, envers vous-même et les autres. Traitez vos émotions non comme des ennemis à vaincre, mais comme des messages à accueillir avec bienveillance. Quand vous trébuchez, offrez-vous la même patience que vous auriez pour un ami cher. Et étendez cette grâce aux autres, car vous ne savez jamais qui mène un combat silencieux derrière son sourire. La personne qui s'est emportée dans la file d'attente, le collègue distant, l'ami qui annule sans cesse, il porte des fardeaux, tout comme vous parfois. Au final, ressentir profondément n'est pas un défaut, c'est la preuve que vous êtes vivant. Le même cœur qui souffre est aussi capable d'une joie, d'un amour et d'une résilience extraordinaire. Comme l'écrit la poétesse Nahira Waïd, la blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Vos émotions, même les plus douloureuses, vous relient au noyau vibrant de ce que signifie exister, aimer, grandir, finalement, guérir. Alors quand les vagues déferlent, souvenez-vous, vous ne vous noyez pas. Vous apprenez à nager. Et le simple fait que vous soyez encore là, que vous continuiez d'essayer, signifie que vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Être humain, c'est ressentir. Et ressentir, c'est être vivant, connecté, et capable de guérison. Ce n'est pas qu'un espoir, c'est la vérité.